bienvenue pour ce nouvel épisode du Club Paname. Avec nous ce soir, puisque crise du Covid oblige, nous n'avons pas trouvé mieux. Nous lui avons donc prolongé son contrat. Tel un Kurzawa, Drayas, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi ce soir, un homme dont on a donné un petit avenant pour finaliser la saison, notre choupeau à nous, Kata, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et enfin le retour dans cette nouvelle saison de Lionel, bonsoir à toi. Salut les gars. Alors au programme ce soir, on va parler départ, prolongation de joueurs, un petit peu de Tourelle, un petit peu de Ligue des Champions et même un petit peu de l'OM en fin d'épisode. Bon, on va commencer sans plus attendre avec le départ de Kouassi, qui est parti donc officiellement à Munich. Ça a été officialisé aujourd'hui. Je vais poser une question claire. Est-ce que pour vous, c'est un traître, Lionel? Non, c'est pas un traître. Après, je trouve que c'est une décision qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire que si on compare avec un joueur comme Aouchiche qui n'a pas eu de temps de jeu, on peut comprendre qu'il puisse aller chercher du temps de jeu dans une équipe de son niveau à l'heure actuelle. Mais Kouassi est un joueur sur lequel le Paris Saint-Germain comptait. Et le voir quitter Paris pour aller dans un club où la concurrence aux deux postes auxquels il est capable de s'exprimer est beaucoup plus rude qu'au Paris Saint-Germain, j'ai du mal à comprendre le choix. Surtout si les journalistes nous disent que ce n'est pas un choix financier, il est pour moi difficile à comprendre son choix. Drayas. Ce n'est pas un choix financier pour le joueur, mais c'est un choix financier pour l'agent. Il faut savoir qu'en France, un agent ne veut pas toucher de commission sur un premier contrat professionnel signé en France. Et l'agent dont on a beaucoup parlé, j'ai oublié son nom là, mais qui est a priori un mec qui a été ramené par Nasser, qui est très proche joueur, qui est capable d'être un papa bis, très fort poussé pour que le joueur aille signer ailleurs. Et il a réussi, et puis voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Moi je considère que c'est un peu un traître parce que il a été formé au PSG, il avait toutes les conditions ont été réunies pour que il se sente bien au PSG. On l'a fait jouer alors qu'il n'avait pas fait signer son contrat pro, ce qui est quand même pas très habituel. Et il nous remercie comme ça, donc je trouve que c'est assez dur, surtout que honnêtement, comme l'a dit Lionel, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il ait un environnement favorable à son épanouissement. Et il avait un vrai projet sportif, donc en fait, d'un côté, il y a la partie un peu émotionnelle où on se dit, c'est un traître parce que on l'a mis dans les petits souliers, on l'a mis dans les meilleures conditions et il se barre. Et il y a aussi le côté purement pragmatique où, en fait, cette décision paraît incompréhensible, en fait, du point de vue même du joueur. Après, ce que Andreas a dit, c'est une information que je ne connaissais pas, mais je ne savais pas qu'un agent ne peut pas toucher de commission sur son premier contrat pro. Mais en France, oui, c'est uniquement en France. En France, oui. Mais ça permet quand même de mieux comprendre les choses et ça rejoint un peu les discussions que peuvent avoir, par exemple, Aulas ou Leonardo ces derniers temps. Il est essentiel et indispensable que... Alors, c'est autre chose. Les discussions, c'était sur le fait que le premier contrat ne peut pas être plus de 3 ans. Oui, mais je pense qu'il y a... Aspirant, mais il y a ces deux choses-là. Mais il y a aussi le fait qu'on peut pas le premier contrat qu'on peut signer ne peut pas être plus de 3 ans. C'était mis en place avant pour protéger les joueurs, mais compte tenu du fait que maintenant un joueur à 17 ans peut exploser, comme on l'a vu avec Kylian Mbappé et comme on le voit avec Kouassi, c'est plus tellement une loi qui elle protège plus les joueurs, c'est plus qu'elle est plus là pour pénaliser les clubs. Mais je voulais revenir sur ce que disait Kata. T'as la réaction comme si le joueur était le seul responsable de ses mouvements, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe. Il y a toute une économie souterraine et tout un tas de choses qui se passent qui font que le joueur est plus ou moins pris en otage de ces trucs-là. Et nous, on est dans un regard où le joueur nous devrait quelque chose, mais il a des sons de cloche qui sont complètement différents. Il y a des gens qui disent des trucs. Et c'est dommage de tout reporter sur le joueur par rapport à ça, parce que c'est vraiment pas que tout. Ouais, mais le joueur, il est majeur, donc il prend ses décisions. Bien sûr, mais après, imagine, tu as un agent, tu as une situation familiale qui est X, et tu as un mec qui est là, et il devient presque un second père, et le mec, il est là, et il te retourne un peu le cerveau, et il te dit ci, et il te dit ça. Mais, du coup, c'est au joueur de s'entourer des bonnes personnes. Mais c'est pas toujours aussi simple quand tu as 17 piges. Pour parler de l'agent, c'est Hakim Amouche, qui est bien connu du PSG, c'était notamment l'agent d'Augustin. Bon, Augustin qui est maintenant réserviste à Leeds, donc on ne peut pas sûr qu'il lui conseiller ce soit parfaitement. Et à partir de justement quand il conseillait Augustin à Paris, c'était un peu séparé d'Hakim Amouche. Hakim Amouche était un peu persona non grata au PSG. Et il s'avère qu'il est un peu revenu depuis l'année dernière au sein du club, gravité au sein du club.
s'est aussi fait virer du Paris FC, d'un club national. Je crois que c'est Molina qui disait ça dans sa dernière vidéo. Mais oui, Hakim Amouche était une espèce de gourou pour les jeunes. Il arrive et il les lâche pas. Il est là comme un tonton, comme un second père, comme tu l'as dit, Seb. Quand tu as 17 ans, tu es influençable. L'écoute comme référence. Quand tu as 17 ans, tu es très influençable, Qatar, mine de rien. Mais bon, après, il peut être influencé aussi par l'environnement du club aussi, qui lui a toujours été très favorable. C'est pas si simple. Et en plus, au niveau de l'environnement du club, Paris, c'est assez connu. C'est un truc. Non, même au niveau de l'agent, je comprends pas sa logique. Enfin, je veux dire, s'il veut faire de l'argent, je veux dire, au PSG, le projet sportif, il est beaucoup plus clair qu'au Bayern, quoi. Oui, mais parce que tu réfléchis que par rapport aux joueurs. Non, je réfléchis même. Oui, non, mais le joueur. À la signature de Kouassi à Munich, Hakim Amouche. Donc il se fait son petit million là. Et l'agent, il est sûr que Kouassi, il va le perdre derrière. Donc, tu vois, c'est pas. Oui, c'est un projet à court terme. Et quand les gens parlent d'instabilité au PSG pour Kouassi, je crois que c'était l'entourage qui parlait de ça, il parlait d'instabilité pendant ces années au centre où il y a eu beaucoup de directeurs du centre de formation différents, beaucoup d'intermédiaires différents, et où il n'y avait pas une chose très claire au sein du centre. Oui, ça c'est un autre chapitre. Ouais, c'est le cas. Mais ça, c'est du blabla, je pense. Non, là, il y a eu de la stabilité. Non, mais je veux dire, voilà. Là, dans l'équipe pro, oui, mais en formation, toutes ces années, il n'y a pas eu de stabilité. Il n'y a pas de stabilité. Oui, mais là, de toute façon, malgré les couacs qu'il y a eu en formation et le manque de stabilité, il est arrivé au niveau où il est arrivé. Il a eu du temps de jeu. Il a eu un projet clair pour la saison prochaine. Donc ça, c'est plus important. Je veux dire, il a eu Leonardo qui s'inscrit dans une certaine stabilité. Mais parce que et puis surtout, non, pas seulement, tu appliques un raisonnement rationnel par rapport au truc, mais il y a plein de choses qui sont irrationnelles et qui échappent à cette lecture-là, en fait. Bah oui, mais c'est bien ça qu'on critique, là. Ouais, dans ce cas-là, critique le mécanisme, critique le fait qu'il y ait des agents qui puissent graviter autour des joueurs, critique que des agents puissent avoir une telle mainmise sur les joueurs, mais va pas t'en prendre. Mais après, le joueur, il est responsable aussi de qui il engage comme agent, quoi. C'est pas si simple que ça, surtout quand tu parles de jeunes. C'est pas si simple que ça, surtout quand tu parles de jeunes joueurs. Non, mais par exemple, Verratti, on avait un problème avec son agent qui avait une influence néfaste, il s'en est débarrassé. Verratti avait 3 ans. Mais on a tous eu 17 ans et il y a toujours des mecs. Enfin, là, il a 18 ans. Oui, mais quand même, quand tu as 18 ans, tu as des mecs qui t'impressionnent, qui ont un charisme et qui ont une emprise sur toi. Et effectivement, le mec est là depuis qu'il a 14 ans. Il y a une relation qui s'est nouée, il y a tout un tas de choses qui fait que quand on va dire A, le joueur va dire A. 18 ans, il y a même des gens de 30, de 60 années qui se retrouvent embrigadés dans des sectes. Et ça se voit très souvent. Et tout mettre sur le joueur, je trouve ça regrettable, en fait. Voilà. Je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment d'autres éléments. Et on peut parler de la responsabilité du club. Tu dis que tout ça c'est un peu des fantasmes, machin truc, mais non, il y a le responsable du centre de formation qui était un mec qui venait de Barcelone, je me souviens plus de son nom, qui est parti cette année ou l'année dernière. Il y a des changements en permanence. On entend parler de gens qui se retrouvent promus. Un petit peu comme Benalla avec Macron, mais ça n'a rien à voir, mais qui se retrouvent tout à coup parachutés parce qu'ils sont chauffeurs de Intel et qui se retrouvent tout à coup à avoir des positions de pouvoir. Qui avait été viré du PSG, qui est revenu parce que Paris ne voulait pas lui payer. Il y a tout un tas de choses qui font qu'à Paris, quand tu es jeune, c'est pas forcément clair. Et si tu as un mec extérieur qui arrive à te donner l'impression qu'il est le grand frère, machin, c'est pas si simple. Et c'est facile d'aller taper sur le joueur. Je trouve que c'est facile et c'est oublieux de tout un tas d'autres choses. Il y a d'une part la responsabilité de la législation en France, le fait qu'un agent ne puisse pas, ce qu'on a nommé tout à l'heure, un agent ne puisse pas toucher toute commission sur un premier contrat, le fait que tu ne puisses faire signer qu'un contrat de 3 ans pour les aspirants et pas plus. Il y a aussi une part de la responsabilité du club. Et après, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a une part de la responsabilité du joueur. Mais tout ça est diffus. Et aller parler d'un traître et juste regarder cet aspect-là, je pense que c'est être oublieux justement de la responsabilité du club, de la responsabilité de la loi et de l'impact que peut avoir un grand frère, un agent qui arrive à se faire passer pour un grand frère, le grand frère qui est là pour le rassurer, pour s'occuper de ses intérêts. Et faut aussi comprendre, tu te retrouves à 17-18 ans, tout à coup, tu es au centre des attentions, tu te retrouves méga suivi, tout le monde va dire, c'est normal que tu vas te construire une base et tu vas te recentrer sur ta base pour ce qui est des conseils. C'est dommage d'en arriver à traiter le joueur de traître, je le trouve, parce que c'est être oublieux de tous ces autres paramètres. Il a été formé dans un club, il est dans un environnement favorable, il continue pas, donc c'est bizarre, quoi. Lionel ? Merci. Non, je voulais juste rajouter,
Il y a 2 ans, quand Enrique arrive au Paris Saint-Germain, il avait commencé à mettre en place quelque chose que tout le monde a critiqué, où il a voulu verrouiller le club, donc vraiment mettre des gens, par exemple des agents autour, etc. Et on se rend compte aujourd'hui, avec un peu de recul, que ce qu'il est en train de mettre en place, je pense, aurait été la bonne solution dans l'avenir pour le Paris Saint-Germain. Avoir des personnes référentes pour les jeunes, etc., etc. Et on a beaucoup critiqué Antero Henrique, mais je pense que s'il avait vraiment eu les pleins pouvoirs au Paris Saint-Germain, dans 3-4 ans, on aurait vraiment vu les résultats. Il y a autre Je chose pense qui avait fait. qu'Antero, il a eu les pleins pouvoirs et il a rien. Il a jamais eu les structure non, pour les non, jeunes, il a c'est pas jamais vrai, rien. Kata. Enfin, C'est pas aucun vrai. Il boulot. n'a même pas pu choisir son coach, Kata. Non, et ce que dit Lionel aussi, c'est que Enrique avait une politique qui était de ne pas faire jouer les jeunes tant qu'ils n'avaient pas signé leur contrat pro. Ouais, c'était Léo, ça. et Léo, Ouais, mais il n'a pas fait grand-chose pour les jeunes ou pour le football féminin. Enfin, je veux dire. Léo est revenu là-dessus justement dans son interview, je finis ce que je disais, où il a dit que peut-être effectivement les joueurs qui n'avaient pas signé les contrats pro, il fallait peut-être pas les faire jouer. Oui, c'est le seul point, tu vois, où Non. là, par exemple, on Ouais, juge non, sur il a la dit- culture de l'instant. Là, Il mais... avait fait un Non, ménage, mais non. il avait fait un ménage Non, des il y gens avait- comme il y Hakim avait- Amouche qui avait été viré du PSG sous lui, il y a justement. vraiment eu des trucs pas mal. Il était en train de restructurer et justement, il y a eu un problème du fait qu'il n'avait pas assez de pouvoir, avec notamment ce que mettait en avant Basto, où il n'avait pas pu choisir son coach. Et c'est là où il est parti. Mais je pense qu'il avait des compétences et on lui est tous tombés dessus. Ouais, non. Et c'était l'époque, mais moi, je rejoins Kata là-dessus. Lionel. Lionel, pardon. Lionel là-dessus, c'est avec le recul, on s'aperçoit que Antero Henrique, c'était pas forcément que n'importe quoi. Moi, j'ai posé une autre question sur Kwasi. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'imposer à Munich, Drayas, vas-y. Ben, moi, je pense, alors après, ça va être compliqué. Il y a énormément de concurrence, mais c'est un jeune qui a des vraies qualités, une vraie qualité d'intervention, une intelligence. Il a un côté Thiago Silva pour ça. C'est-à-dire que plutôt que d'être capable de rattraper une bévue, il est capable d'anticiper les choses à venir et de se placer intelligemment. On a pu le voir au milieu le faire. Ensuite de ça, la qualité de relance, il a une vraie intelligence, il a un calme qui est très impressionnant pour un joueur de 17 ans. Il marque aussi. Il a toujours quelques petites sautes de concentration à cause de son âge, mais je pense que peut-être pas la première année, mais la deuxième année, il faudra compter sur lui. Ouais. Kata, est-ce que tu penses qu'il peut s'imposer à Munich? Bah, c'est compliqué en fait parce que lui, il jouera vraisemblablement axe droit dans une défense à 4, donc central droit. Et central droit, il y a déjà Boateng qui est le titulaire et il y a Soule aussi qui est un jeune prometteur. Donc là, en fait, là, ça paraît assez bouché pour lui, à moins qu'il y ait un départ de Boateng par exemple, ou un départ de Soule, mais là, ça paraît assez bouché pour lui. Alors peut-être qu'il peut jouer la carte de la polyvalence ou il peut jouer par exemple au milieu de terrain en 6, mais j'ai du mal à comprendre ce choix par rapport à ce que lui proposait le PSG, quoi. Après, tu peux avoir un truc à moyen terme, c'est-à-dire pendant un an, il va pas beaucoup jouer, puis Boateng part et il intègre en tant que 4e d'essai l'année d'après. Ouais, enfin par rapport à ce que le projet que lui proposait le PSG au niveau sportif, Il aurait pu être au PSG. il n'y a pas photo, quoi. Lionel, toi, ton avis là-dessus? Moi, je pense que si ça pose au Bayern, ce sera en 6. Même quand je le voyais au Paris Saint-Germain, je trouve que ses qualités tablent mieux sur le poste de 6 que de DC. Ah. Je le trouve vraiment, vraiment meilleur en tant que 6 qu'en tant que défenseur central. Donc, et au Bayern, il n'y a pas une véritable sentinelle. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont capables de jouer 6, mais ce n'est pas leur qualité première. Donc je pense que si on lui laisse sa chance, malgré tout, il sera dans un environnement qui pourrait lui permettre de progresser. Et puis le Bayern, ça reste une structure vraiment en avance sur celle du Paris Saint-Germain. Donc je pense que si il décide de choisir le poste de 6, il peut devenir vraiment un très 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 grand joueur à ce poste-là. Plus qu'en DC où je le trouve pas exceptionnel. Juste pour info, le DS de Munich aujourd'hui, donc Salihamidzic, a dit que le meilleur poste de Kwasi était défenseur central. D'accord. Et moi, je suis plutôt d'accord avec lui, mais après, ça, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'il est capable de s'imposer dans les deux et que c'est un joueur, c'est vraiment un joueur très, très prometteur. Je reviens sur cette notion de calme. Enfin, le mec, il s'est retrouvé sa première année où il doit jouer des matchs, il a 17 ans et il est capable d'assumer des matchs contre Dortmund en Ligue des Champions sans aucun problème. Il baisse pas son niveau quand il est en train de jouer contre Dortmund, au contraire, il joue peut-être un petit peu même mieux. Il a joué 30 secondes contre Dortmund. Alors, putain, il est rentré à la 90e heure, il avait joué Galatasaray. Voilà, en tout cas, il se retrouve en Ligue des Champions et il est capable de sortir des grosses performances.
Et c'est au niveau mental, il est extrêmement fort. Et je pense qu'au niveau technique, il est très très fort. Je pense qu'au niveau de l'anticipation, il est très très fort. Je pense qu'il a toutes les armes pour s'imposer. Ok, on va pas. Ouais, je pense qu'il lui manque quand même un peu de lecture de jeu, mais son gros point fort, je pense qu'il va le propulser, enfin, qui peut le faire gagner des galons au Bayern, c'est son jeu de tête sur les coups de pied arrêtés ou ce genre de choses où il est assez performant. Son jeu de pied aussi. Il a un jeu de Oui, pied qui oui, est oui, mais très en place, Kouassi. oui, c'est-à-dire que pour son âge, il a une maturité exceptionnelle et tout, mais je pense que sa vraie qualité qui va le propulser, c'est son jeu de tête, quoi. Sur coup de pied arrêté, il peut faire très mal. On va passer au sujet suivant. Donc Cavani-Meunier, qu'on ne reverra plus sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas signé donc l'avenant de 2 mois. Est-ce que déjà vous mettez les deux joueurs sur le même plan et est-ce que vous ressentez une sorte d'ingratitude de leur part? Kata, ton avis là-dessus, s'il te plaît. Bah, je sais pas je sais pas trop ce qu'on a proposé à chacun des joueurs. Je... je pense que c'est deux joueurs qui partaient pas vraiment titulaires. Donc bon, on peut faire un peu l'hypocrite ou machin. C'est vrai que c'est des joueurs, c'est toujours intéressant de finir la saison avec eux. Après, c'était pas des titulaires en puissance, même si on n'oublie pas que Cavani a fini titulaire juste avant le confinement sur la double confrontation contre Dortmund. Voilà, Meunier, c'est pareil. Je pense qu'on pourra faire sans. C'est pas la... Je pense que le fait qu'ils aient pas prolongé, c'est pas la fin du monde, quoi. Parce que beaucoup se plaignent notamment de Cavani qui ne penserait qu'à lui, à Madrid, alors qu'il avait un statut de légende du club. Toi, tu t'en fous un peu. Ouais, il y a un aspect un peu symbolique, relationnel, trace qu'il va laisser au PSG. Bah ça, c'est vrai que ça laisse une mauvaise image. On finit un peu sur une mauvaise note. Après, au niveau purement sportif, c'est pas très grave, j'ai l'impression. Lionel? Ben, ça me choque moins pour Meunier, parce qu'il a trouvé déjà un nouveau club. Donc je peux comprendre qu'il ait eu envie de tourner la page, même si ils ont dit dernièrement que c'est envisageable qu'il finisse, même si je n'y crois pas à cet instant par rapport à ce qu'il nous propose. Au Cavani, je suis un peu plus déçu, mais en même temps, ça me conforte dans le fait qu'il faut éviter de s'attacher à un joueur, de le mettre comme étant Dieu sur terre, etc. Je pense que ça prouve que voilà, les joueurs sont avant tout là pour faire un boulot. Il a été payé pour faire son boulot, le Paris Saint-Germain l'a payé pour faire son boulot, basta. Seb. Bah, sur Cavani, une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est quelqu'un d'assez susceptible à l'arrivée. Et il y a peut-être eu des échanges avec le club, des trucs, on ne sait pas tout, on mesure pas tout. C'est quelqu'un qui met assez son orgueil sur le plateau, en fait. Et peut-être il a refusé par principe, par rapport à, on entend des histoires que Leonardo l'aurait pas convoqué, que Leonardo avait plus ou moins dit, bon bah Cavani c'est fini, l'aurait enterré avant, et c'est un joueur qui, je pense que Cavani on l'a mis peut-être pas forcément trop haut, mais on a oublié pas mal de phrases de Cavani, on a mis Cavani en soldat parfait du club. Alors que c'est un joueur qui est arrivé en retard des retours de trucs. C'est un joueur qui a fait des caprices parce qu'il n'était pas utilisé en tant que neuf quand il y avait Ibra. C'est un joueur qui s'est pas mal plaint. Maintenant, moi, je regrette le fait qu'il soit pas là pour finir. Ça aurait été une belle fin. Mais bon, je prends acte et on a vraiment la solution de remplacement. Je ne vais pas Meunier tout à fait sur le même plan. Meunier, je comprends, comme de la même manière que toi, il a trouvé un club, il n'a pas forcément envie de se blesser. Mais le fait de ne pas avoir Meunier, autant le fait de ne pas avoir Cavani pour les quelques matchs qui restent à jouer pour faire finir la saison ne pose pas de problème sportivement, autant le fait de ne pas avoir Meunier pose un problème sportivement quand on voit qui sont les remplaçants. C'est-à-dire que tu as Kerrer qui a apporté quelques garanties en tant que défensif, mais encore ça lui arrive de se faire prendre dans son dos et qui apporte quasiment aucune garantie offensive. Et tu as un Dagba qui était très prometteur, qui a été très prometteur en tant que doublure, mais qui a été en chute libre sur cette année. Et c'est les deux seuls choix qu'on a.
Et on se retrouve extrêmement dépeuplé sur le poste de latéral droit pour affronter la campagne de Ligue des Champions. On ne sait pas trop avec qui on va jouer. On va se retrouver voilà, avec Herrera, mais qui est encore une fois une solution pour essayer de bétonner et se retrouver avec des problématiques de sous-nombre offensif qui sont problématiques et qui nous ont perturbés toute la saison. Donc, je ne mets pas sur le même plan au niveau de l'enjeu. Là, quand même, il faut rappeler que dans la hiérarchie, Meunier, il avait été malmené par Kehrer et par Dagba. Je veux dire, là, on ne parle pas d'un titulaire en puissance, on parle de Meunier. Même Dagba, je suis désolé. À un moment donné, Dagba lui était passé devant. Quoi. Non, il lui est passé devant quand Meunier était blessé. Oui, si tu veux, au bout d'un moment, quand le joueur est tout le temps blessé et quand il joue, il n'est pas bon, forcément, on te passe devant. Quoi. Dagba n'est jamais vraiment passé devant Meunier. La seule fois où Dagba a joué plutôt que Meunier, c'était quand Meunier était blessé 2 mois l'année dernière. Sinon, quand les deux étaient là dans le groupe. Là, le bilan de Meunier, là, sur les 3 dernières années, il n'est pas bon. Il était meilleur en fin de saison. Non, je sais que vous aimez bien Meunier. Non, mais moi, objectivement, Meunier, depuis 3 ans, c'est pas bon, quoi. Je suis désolé. Mais pas au point d'être. Enfin, je veux dire, quand t'as que Kehrer ou t'as que Dagba, il y a quand même un problème sur l'aile. C'est pas top, tu vois. Ça aurait pu. On aurait pu avoir Meunier. Ça, je suis d'accord que c'est mieux d'avoir 3 joueurs. Mais voilà. Mieux d'avoir 3 joueurs. C'est que Meunier est ton seul choix. Dagba aussi est capable d'apporter offensivement, mais Dagba est trop faible un petit peu partout. On sait beaucoup. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas dramatique non plus. Quoi. Et Meunier est quand même un joueur qui a un certain nombre de garanties sur l'aile que les deux autres sont loin d'avoir, mais très très loin d'avoir en fait. Quand il est en forme, il t'anime un peu mieux offensivement le côté droit que Kehrer ou que Dagba. Après, en forme, malheureusement, force est de constater qu'on l'a pas beaucoup vu en forme en fait ces dernières années. Quoi. On va pas refaire le débat de leur saison. Je vais juste dire... Après, je voulais juste rajouter un truc pour Cavani. C'est que Cavani est arrivé au Paris Saint-Germain en 2013. Quand Ibra quitte le Paris Saint-Germain en 2016, si pendant cette année-là, un club arrive avec 70 millions d'euros, lors du mercato d'été 2016-2017, je suis persuadé que 90% des supporters l'emmenaient à l'aéroport en portant sur son dos. C'est un joueur qui est devenu une légende sur une saison, en plus peut-être l'une des pires saisons sous l'ère QSI. Alors, je ne retire pas, c'est un joueur qu'on a tous aimé, mais je trouve qu'en fait, c'était devenu le porte-drapeau de quelque chose qui ne ressemble pas vraiment au Paris Saint-Germain. Et on est dans une guerre, alors que c'est un joueur qui peut-être ne méritait pas d'être autant placé au centre de cette bataille au Paris Saint-Germain. Et dans l'absolu, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il puisse partir comme ça, entre guillemets, de casser le mythe. Ça permettra en espérant faire comprendre aux supporters que voilà, c'est le club et le club. Ne pas commencer à passer des joueurs. Pour le défendre un petit peu, Lionel, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du club. Non, mais ça, je ne retire pas. Je parle pas de c'est pas rien. C'est pas rien. Non, je ne parle pas de ses qualités. Moi, je parle de l'image qu'on a voulu faire passer. Moi, c'est un joueur que j'adorais. C'est un peu comme j'en ai discuté avec Basto pour Pastore. C'est des joueurs que j'aimais beaucoup. Et la façon dont on les a placés dans une posture de saint, d'idole, je trouve que ça les dessert un peu. C'est-à-dire que quand on voit Pastore, qui est un joueur fantastique, le pastorisme, etc., a commencé à m'agacer un peu. Et c'est pareil, Cavani, c'est un joueur que j'adorais, que j'aime beaucoup. Mais tout ce côté derrière, nous faire comprendre que c'est le joueur parfait, c'est le joueur qui représente ce qu'on recherche au Paris Saint-Germain, etc. Et qu'on est en train de faire un peu pareil avec Marquinhos. En ce moment, je dis, c'est pas non plus, c'est pas sain ce genre d'attitude. Il faut quand même dire oui, c'est un joueur exemplaire, mais ne pas tout le temps essayer de placer un joueur comme étant le modèle à suivre, etc. À un moment, ça crée une situation qui n'est pas saine. Que ce soit pour le club, pour le supporter et même pour le joueur, en fait. J'ai qu'une chose à te répondre, Lionel, c'est les églises pastoristes existent depuis Palerme et passe the ball to Ravia. Passe the ball to Ravia, mais Ravia, c'est un peu différent, mais on va pas refaire le débat de Ravia. Non. Je pense. Mais je vais donner mon avis vite fait sur Cavani, puisque j'ai un avis un peu différent de vous. Je suis un bon mec de gauche, mais je vais avoir un avis un peu capitaliste sur le coup.
On parle d'un mec qui n'est pas prolongé par son employeur. Donc ça, jusqu'ici, tout est normal. Et le mec va avoir un nouvel employeur incessamment sous peu. C'est normal qu'il puisse vouloir s'intégrer dans cette nouvelle boîte, entre guillemets, puisque s'il venait au PSG, ce serait jusqu'à fin août. Là, s'il signe dans un club en juillet, il fera la préparation avec ce nouveau club. Donc il pourra se préparer avec ce nouveau club pour ensuite rentrer dans ce collectif. Les comptes à rendre, tu l'as qu'à ton nouvel employeur, pas à l'ancien. Alors j'ai un avis très terre-à-terre là-dessus, mais je peux comprendre qu'un joueur ou qu'un employé puisse avoir cette réflexion-là. Oui, non, je suis d'accord avec toi, Basto, mais quand même, là, on rappelle les conditions Covid. On rappelle quand même, il a été payé à rien faire pendant plusieurs mois. Là. Ça, et il a été mis, comme Lionel le rappelait, du club, etc. Il y avait une vraie relation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi simple et aussi terre-à-terre que ce que tu essayes de le dépeindre. C'est un peu un manque de classe, quoi. C'est le club qui a décidé de ne pas le prolonger. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, mais je comprends aussi le choix du joueur. Je ne serais pas en train de dire que moi, je ne dis pas que c'est l'ingratitude. Je dis c'est un choix, il aurait pu faire ça. Moi, je pense que c'est plus une question d'orgueil, parce que Léo a dit... Imagine, il vient au PSG, il se blesse, il trouve pas de club. Ça oui, mais moi, je pense que c'est plus une question d'orgueil, parce que Léo a dit que Cavani ne serait pas prolongé. Il y a eu une discussion qui a traîné, où Cavani avait demandé des trucs, enfin, il y a ça qui a filtré, et que la discussion a traîné, et Cavani s'est vexé, et c'est quelqu'un qui se vexe très facilement. De toute façon, ça fait longtemps que Cavani sait qu'il ne sera pas prolongé, ça fait depuis au moins 1 an et demi qu'il le sait. Ouais, il aurait dû être vendu l'année dernière. Mais est-ce qu'on peut mettre... il voulait pas partir en fait. Lui, il avait son plan clair, il voulait finir son contrat et toucher sa prime à la signature. Quoi. Mais en soi, c'est ce qui aurait dû se passer. Est-ce qu'on peut comparer ça avec le choix de Silva, lui, de continuer pendant 2 mois? Est-ce qu'on peut mettre ça en avant, Silva? Mais je crois que Silva, Basto va en parler après. Ah d'accord. Ouais, on va en parler tout de suite de Silva. On en parle tout de suite de Silva qui a, lui, prolongé son avenant donc, pour les 2 mois et qui a plutôt un comportement pour le moment très flatteur envers le PSG. Il y a eu des déclats de Tourelle aussi. Je crois que Dreyas voulait réagir sur les déclats de Tourelle qui a dit Silva, mais ça c'est un deuxième point, qu'il a dit il reste mon capitaine, nous pouvons gagner 3 titres en 5 matchs avec lui et seulement avec lui. Dreyas, déjà ton avis sur la prolongation de Silva, son comportement depuis et ensuite sur les déclats de Tourelle? En soi, la prolongation de Silva, moi je n'en fais pas de mystère. J'aurais été heureux que Silva ne prolonge pas. Maintenant, vu l'état du banc, vu que Kouassi est parti, la prolongation de Silva, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose tout simplement pour faire le nombre au niveau des décès, surtout que Kerrer va être utilisé à droite, donc on a besoin d'avoir tout simplement un peu de nombre derrière. Si Thiago Silva était parti, que Meunier était parti, ça aurait été compliqué. Ça aurait été vraiment compliqué de finir la saison. Sachant que Diallo est blessé aussi. En plus, en prenant en compte le fait que Diallo est blessé, enfin bref, tu te retrouves avec 3 joueurs pour 2 postes. S'il y en a un autre qui se pète, enfin voilà, t'avais pas le choix. Maintenant, les déclarations de Tourelle, je sais même pas pourquoi il les a dit. Au contraire, c'est Thiago Silva, c'est un homme de beaucoup de défaites à l'arrivée si on s'amuse à sommer, notamment au travers du Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui a une influence qui est discutable sur les autres. C'est quelque chose qui est apparu avec le temps. Et aller dire que je ne pourrais gagner que ces 5 matchs et je ne pourrais gagner des titres que si Thiago Silva est là et c'est lui qui sera titulaire. Et c'est comme... Tourelle avait l'occasion de faire une chose intelligente, c'était d'introniser Marquinhos en tant que capitaine, un joueur qui a l'attitude d'un capitaine depuis de nombreuses années. Je sais que Lionel s'énerve de mettre le joueur au-dessus, mais en tout cas, il a cette attitude-là, il prend ce rôle-là à cœur, bien plus que Silva ne l'a jamais pris à mes yeux. Et il met une espèce d'ambiance étrange avec cette déclaration. Je ne sais même pas comment les joueurs peuvent la prendre. Je sais même pas. Je trouve ça regrettable. Je trouve ça déjà faux, objectivement. C'est-à-dire qu'il y a dire que Thiago Silva est ton capitaine qui te mène vers la victoire. C'est pas quelque chose qu'on a vu par le passé. C'est pas quelque chose que ces équipes passées ont vu au moment où il était là. Et je trouve ça déjà faux. Et ensuite de ça, je comprends pas pourquoi il a dit et je déplore l'impact que ça pourrait avoir sur les autres joueurs. Bah non, mais c'est la logique de toute façon. Là, c'est super d'avoir réussi à prolonger Silva. Donc ça, il faut saluer le joueur pour être resté. Peut-être que lui, il espère secrètement que on le prolonge d'une année supplémentaire. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête ou sa stratégie. Mais en tout cas, pour nous, c'était vital, quoi. Parce que si on n'avait pas Silva, avec le départ de Kouassi, on aurait été vraiment
sacrément dans la merde, quoi. Donc là, c'était Vital qui prolonge. Et oui, de toute façon, les déclarations de Tuchel, ils vont vers encourager Silva parce qu'il sait que Silva va rester, quoi. Donc ça crée une atmosphère favorable. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne ambiance. Et voilà. La meilleure charnière qu'on a eue cette année, c'est Marquis Kimpembe. Bah non, on ne sera pas d'accord. Quel débat au dernier Kimpembe podcast. Non, tu juges sur... déjà, combien de fois Marquinhos et Kimpembe ont été alignés ensemble? Très peu de fois. Donc dire que c'est la meilleure, déjà, ça paraît surprenant quand même. Ça paraît surprenant. Bon, après, on a les stats de ce duo en Ligue des Champions et les stats avec Silva en Ligue des Champions. Donc ça reste des chiffres, mais ça reste des chiffres qui se... Ouais, mais Marquinhos, Kimpembe, c'est pas non plus très brillant, quoi. Je veux dire, il y a deux faits d'armes, on va dire. Le fait d'armes, c'était match aller contre le Barça. C'est les deux seuls matchs qu'ils ont fait ensemble là, en jeu. Voilà, mais je pense que c'est paraît difficile de... Enfin, je veux dire, si on parle d'un point de vue théorique... Non, il y a eu Madrid. Ouais. Mais collectivement, je ne sais pas sur mais c'est vrai qu'ils avaient fait des erreurs, ils n'avaient pas été tapés. Il y a eu Madrid le 3-1 aussi. Ouais, Madrid, on a pris 3 buts là, le 3-1. Et il y a eu le match contre Dortmund, le retour, mais on sait que Dortmund, à l'extérieur, c'est pas fameux. Je veux dire, ils ont fait un super match les deux, mais de là à les introniser comme meilleur père que Silva Kimpembe, je trouve que c'est un peu prématuré, on va dire. Il n'y a pas assez de matchs, mais on verra sûrement l'année prochaine cette paire, donc on pourra juger. Peut-être pas. Hein. Peut-être qu'on la verra pas l'année prochaine. Mario, Super Mario. Non mais Basto, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y avait un article du Parisien, je crois, qui avait dit que on verrait sûrement une charnière Marquinhos-Kimpembe l'année prochaine. Moi, je suis pas persuadé de ça. Hein. Tu vois quoi, toi? Moi, je pense qu'on va plutôt recruter un défenseur central, droit, et que Marquinhos jouera au milieu. Moi, c'est ce que j'ai l'impression qu'il se passera. Parce qu'en fait, ça va être très difficile de trouver un 6 en fait, pour que Marquinhos joue en centrale. On verra bien ce qu'on fait dans ce mercato. Mais... Ouais. Enfin, je sais qu'il y a l'option Verratti en 6, il y a quelques options comme ça, mais bon, je pense que... Suffisamment parlé de toutes ces options possibles, on verra bien ce que fait le club. Mais je pense que quand même, on essaiera de recruter un central de métier, quoi. Bien, de toute façon, ça pourrait être nécessaire, ne serait-ce que pour la rotation. Lyon, ton avis, toi, sur cette prolongation d'avenant de Silva? Non, moi, je suis assez d'accord avec Kata, que c'est logique. C'est-à-dire qu'on parle de matchs qui sont dans la suite de la saison 2019-2020. Donc, à partir du moment où on prend la décision de prolonger Silva pour ces 2 derniers mois, on ne peut pas lui dire, bon, ben maintenant on te prolonge, mais c'est la saison prochaine, donc tu n'es pas capitaine. Non, je pense que... tu pouvais rien dire, hein. Tu n'étais pas obligé d'avoir une déclaration aussi dithyrambique. Oui, mais je pense que à mon avis, Tuchel n'était pas pour la non-prolongation de Thiago Silva au départ. Ça, donc, oui. Quoi? Ça, oui, mais moi, je ne suis pas pour la prolongation de Tourelle. Donc ça... Ah non, ça la mise en place. Ça, c'est notre débat. Il reste dans sa logique des choses, c'est-à-dire que on l'a vu à l'époque avec Antero Henrique, on va le revoir avec Leonardo, et on l'a vu quand il était à Dortmund. C'est quelqu'un qui a besoin de marquer son territoire. Donc, dans l'absolu, ça ne me choque pas d'entendre que c'est Thiago Silva qui sera le capitaine. On a vu aussi quand on bat Dortmund que la première personne que Neymar a félicité, c'était Thiago Silva. Donc je pense quand même qu'il a un impact positif sur certains leaders dans l'équipe. Donc après, tout dépend du rôle qu'il aura sur cette fin de saison. Moi, ce qui m'inquiète plus par rapport à ça, c'est quand je vois les prestations de joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, qui sont plus ou moins dans la même tranche d'âge que Thiago Silva, qui ont beaucoup de difficultés à reprendre après le Covid. Et eux, ils ont repris après 2-3 mois. Là, on va parler de 5-6 mois pour le Paris Saint-Germain. C'est plus ça qui m'inquiète pour ce joueur qui a un certain âge, de savoir est-ce qu'il réussira à retrouver un rythme intéressant, en sachant que dans l'esprit de Tuchel, ce sera le titulaire en puissance, qu'on puisse en être d'accord ou pas.
Surtout sur ce chapitre, on l'a vu en fin de saison, justement, sur des retours de blessures, faire des matchs d'un niveau qu'il n'avait jamais fait de sa carrière. Je suis d'accord. Il se ratait complètement, ce qu'on n'avait jamais vu. Enfin, ça allait au-delà des reproches que moi je peux avoir envers Thiago Silva de manière récurrente. Ça, on peut être d'accord ou pas, mais c'est-à-dire que dans l'esprit de Tuchel, on sait que si Thiago Silva est apte à jouer, il sera titulaire. Après, on peut partir sur notre débat de savoir si c'est le bon choix ou pas. Ça, c'est différent, mais dans la logique des choses, que Silva conserve son brassard pendant l'avenant des 2 mois, donc qui sont dans la continuité de la saison 2019-2020, moi je trouve que c'est logique. Tu peux pas lui dire, on te prolonge, mais tu seras là uniquement pour un backup, et le brassard maintenant c'est Marquinhos. Dans ce cas-là, vaut mieux ne pas le prolonger. Donc voilà. Après, ça peut être un autre débat. Mais dans la logique de cette décision, pour moi, c'est comme ça qu'il fallait intervenir. Alors moi, pour Silva, je trouve aussi que c'est logique, vu tout ce que vous avez dit. Après, j'en profite, vu qu'il sera bientôt plus là, pour pouvoir le tracher une dernière fois. Dans son prochain club, il divisera son salaire par 2 ou 3. Il n'allait pas cracher pour nourrir sa famille sur 2 mois de salaire à ce niveau-là. D'un point de vue financier, Silva n'allait pas refuser évidemment cette offre de 2 mois, n'avait pas ce salaire-là. Bon, troll passé, on va passer maintenant au prochain point. Cette prolongation un peu surprise de Kurzawa qui sort un peu de nulle part. On pensait qu'il allait partir ou signer son avenant de 2 mois. Et là, boum badaboum, prolongation de 4 ans avec une hausse substantielle de son salaire. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle sportive, financière ou les deux? Lionel? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on sait très bien que le Covid est passé par là, que financièrement, on est obligé de faire des choix. Je vais prendre l'exemple de Meunier. Déjà avant le Covid, je disais que dans une logique économique, en parlant des besoins du club au milieu de terrain et autres, je pensais que conserver Meunier, c'était pas une mauvaise idée. Dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, sachant que le Paris Saint-Germain a d'autres besoins, peut-être un défenseur central, voire 2 milieux de haut niveau, parce que on n'en a pas des masses. Si on peut s'éviter d'aller mettre 30 millions d'euros pour un joueur qui sera mis en concurrence avec Bernat, je pense que autant conserver Kurzawa. Visiblement, il est apprécié du groupe. Sur les 2-3 derniers matchs qu'il a pu faire à Paris, c'était pas aussi catastrophique qu'on a pu le voir par le passé. Voilà. C'est pour moi pas un poste. Si, c'est un poste qui est très important aujourd'hui dans le football, mais c'est pas la grosse priorité du Paris Saint-Germain. Rayas. Je pense que Lionel a tout dit. J'y mettrais un bémol. Ce serait encore mieux si on fait ça pour le vendre l'année prochaine, parce que Kurzawa est un joueur qui a montré qu'il était, même s'il a fait une bonne fin de saison là, bonne relative à ses performances qui étaient en dessous de tout avant, est un joueur qui semble limité. Et c'est un joueur auquel on a cru plusieurs fois. Maintenant j'ai mûri, je vais arrêter d'être con. Ça n'empêche pas d'aller descendre avec des joueurs en pleine crise, de danser avec des joueurs en pleine crise de Covid. C'est pas forcément très intelligent. Il y a tout un tas de choses sur ce joueur qui font que c'est pas forcément un bon choix. On a cru au bon choix quand il est arrivé, mais depuis il a plus que déçu. Donc il y a comme tu dis, comme Lionel dit, il y a la contrainte du coronavirus. On a des postes qui sont autrement plus importants. On a forcément un budget qui est limité à cause de ce coronavirus. Donc, si on peut s'éviter cette épine du pied, on se l'évite. Surtout qu'on a Bernat qui est le titulaire au poste et qui mis à part quelques faiblesses défensives, apporte globalement satisfaction à ce poste-là. Mais il faudrait pas. Enfin, c'est un bon plan si c'est pour le revendre, parce que si c'est pour le garder 4 ans, il y a un moment, il va falloir passer à autre chose, quoi. Et on va finir avec le plus grand fan. Kata, peut-être. Kata, tu dois être ravi, je suis. Quand on regarde ça, on se dit que c'est une mauvaise blague, quoi. On dit qu'on vérifie les comptes Twitter, on vérifie s'il n'y a pas une arnaque. Après, quand on lit 4 ans, on vérifie la date, on vérifie si c'est pas le 1er avril. Et en fait, une fois qu'on a vérifié tout ça,
on se prend un sacré coup sur la tête, quoi. Mais est-ce que tu comprends quand même la logique de l'avoir, ne serait-ce que pour cette année, par rapport au fait de devoir recruter ailleurs et de ne pas avoir à recruter à ce poste-là? Bah, moi, je comprends la logique de le garder pour les mois qui restent, là. Donc ça Ah, aurait été intéressant de le garder pour finir la saison. mais je te parle même de l'année prochaine par rapport Bah, non, je pense qu'il y avait des opportunités sur le marché. À combien? Moi, je pense que je fais au... partie de ceux qui sont pas totalement convaincu par Bernat, même si c'est un joueur qui n'a pas trop déçu pour le moment. Je pense que sa valeur intrinsèque, elle ne le met pas dans la catégorie des indiscutables au PSG, malgré tout ce qui peut se dire dans les réseaux sociaux et le fait qu'il plaise à beaucoup de supporters. Pour moi, Bernat, c'est pas non plus une référence ultime au poste d'arrière-gauche au PSG. Il n'a jamais été testé au très très haut niveau, donc Mais il y je a des pense que postes. moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un client à gauche, pas forcément un. Ouais, mais la problématique, c'est que tu as déjà besoin d'avoir un client à droite, et ça, tu en Ouais, as mais besoin. alors là, T'as enfin besoin moi ma d'avoir un logique c'est client de au dire milieu. qu'à droite en fait, le marché il est assez fermé. Donc même en fait si ouais on peut se dire ouais c'est une stratégie de faire l'économie à gauche et d'aller chercher à droite. Mais sauf qu'à droite, les noms ils fusent pas beaucoup, il n'y a pas vraiment de grosses opportunités à droite. Alors qu'à gauche, au contraire, on a du Telles, on a du Tagliafico qui peuvent être des joueurs qui peuvent avoir le niveau PSG, quoi. Alors qu'à droite, moi je vois pas beaucoup de noms. Je vois Serginho Dest, mais qui reste un Après, joueur pas machin. Peut-être des Attal, mais Attal il est blessé. Et ça paraît farfelu d'imaginer qu'il soit recruté. Donc ouais, à droite, au final, même si on se dit recrutons à droite, ouais, mais qui? Il y a personne sur le marché. je vois beaucoup de gens s'exciter pour Telles, mais Telles, c'est Bernat à 30 millions d'euros, quoi. Ouais, non, mais après, peut-être que même Bernat est plus cher, mais Telles, c'est autrement. Enfin, c'est une meilleure option que Kurzawa, quoi. Oui, mais ça reste quand même 30 millions d'euros à sortir, alors que C'est pas extraordinaire, 30 millions, quoi. Quand on euh, sait qu'on a dépensé des oui, 37 millions pour. c'est On a pas quand même dépensé 37. Ouais, juste, mais 37 millions pour Kerrer, 47 millions ou 40 millions plus 7 pour Paredes. c'est Combien pour Diallo? C'est bon, je veux dire, on n'est pas. je suis d'accord que c'est pas Alors, 30 c'est millions clair. beaucoup. Enfin, je veux bien qu'il y ait le Covid, mais. Comment on les a dépensés? Oui, mais il y a 25 de commission. Non, mais enfin, au bout d'un moment, moi, je veux bien on parle des prix comme si c'était un prix exorbitant. Pour un joueur qui va Et venir. parce que vite, t'as pas les thunes pour te faire un milieu et deux latéraux, ça c'est sûr. Bah, T'as je sais pas, pas. t'as pas l'argent, t'as pas la surface financière. Alors après, j'entends à droite. Mais après, peut-être que Ouais. Leonardo a une piste, va savoir d'où, qui vient d'Italie, dont t'as Ouais. pas entendu parler. Et j'entends ton argument. Mais ne serait-ce que recruter au milieu, si tu mets 30 millions sur l'aile, je sais pas si tu as assez pour recruter au milieu. Non, Enfin, mais après, au on bout verra. d'un moment, après, si tu veux recruter des joueurs, au bout d'un moment, il faut mettre le prix. Si tu veux mettre en dessous de 30 millions, tu n'auras pas des joueurs qui seront pas niveau PSG, quoi. On est d'accord. Mais Moi, j'ai. Ouais. Et Kurzawa, il a pas le niveau du PSG. d'accord Il a là-dessus. pas le niveau PSG. J'ai deux craintes avec Kurzawa pour rebondir à ce qu'a dit Dreyas quand on a signé des joueurs sur un long contrat ou qu'on a prolongé des joueurs sur un long contrat, généralement ils finissent par pourrir au club à toucher leur salaire, sachant qu'en plus Kurzawa a été augmenté. Ouais, mais pour je ça, ne vois pour vraiment pas. l'augmentation, elle est pas folle. Le mec, Oui, c'était un salaire mais, qui était très très bas et il passe mais il va falloir d'un mettre une salaire très très indemnité de bas à un transfert. Là, salaire bas Kurzawa avait des opportunités par parce rapport qu'il aux était autres en salaires fin du de club. contrat. Je vois pas vraiment un club aller le chercher. Ça dépend s'il fait une année. On l'a pas fait en 6 ans. Supposons que là, il fasse une année qui est cohérente, au même titre qu'il a fini l'année de manière cohérente et qu'il fasse toute une année qui est cohérente en faisant une trentaine de matchs, tu peux le vendre en Angleterre, il n'y a pas de problème. J'ai une deuxième. Mais ça fait, enfin, si je peux me permettre, Kurzawa, ça fait un moment qu'on essaye de le vendre. Je pense qu'on n'a pas attendu la fin de son contrat pour réfléchir à le vendre, mais soit il était blessé, ou soit il était dans une très mauvaise dynamique où il n'y avait pas de proposition. Donc, Je te rejoins là-dessus. moi, je pense que, enfin, je trouve que c'est proprement honteux de l'avoir prolongé 4 ans. Je pense que son agent a dû actionner un levier par rapport à prolonger. Je pense qu'il a dû mettre une pression par rapport au fait que. Il y a peut-être des dossiers sur Nasser, genre du sextape. Non, Mais mais je pense que le plus logique,
Le plus logique, c'est qu'ils disent soit Kurzawa il prolonge à nos conditions, ou soit il finit pas la saison avec le PSG. Et ça nous aurait mis un peu en difficulté, quoi. Après, il y a aussi un autre truc. Pas tant, hein. Pas tant, parce que, en soi, après, t'as que Bernat, mais tu peux prendre le gamble beaucoup plus que, par exemple, l'absence de Silva. Oui, non, mais Silva, évidemment, mais Kurzawa, ça peut nous mettre dans la merde. Je préfère Diallo à gauche que Kurzawa, si Bernat est blessé. Mais non, mais Diallo, il est déjà en délicatesse, je crois qu'il est pas en excellente forme physique, et en plus... Forfait, de toute façon, lui, déjà, pour la Ligue des Champions. Et en plus, Diallo, il a jamais eu vraiment de gros matchs référence à gauche, donc l'imaginer comme doublure, même si sur le papier ça peut être séduisant, au final en pratique ça n'a jamais été très testé, quoi. Après, j'ai une autre crainte, c'est que je suis persuadé que Tourelle va vouloir repasser à 3 derrière, et il serait capable de mettre Kurzawa en défenseur axe gauche. Et là, ça serait assez funky, sachant la culture tactique de Kurzawa. Donc j'ai plus de crainte, on va percer pour cette prolongation que même s'il y a une logique financière. Non, mais voilà, du coup, on finit. Ouais. On est bien obligé de se rassurer, mais globalement, ça paraît quand même assez aberrant, quoi. Comme tu le dis, j'espère vraiment que dans ces cas-là, on va sortir quelque chose de vraiment bien à droite, parce que si c'est pour... ouais, mais à droite, je vois pas, moi. Peut-être que c'est des joueurs que je connais pas, mais... Déjà au milieu, et après on parlera à droite. Après, on en revient à ce que j'ai dit, on a mis peut-être la moitié de notre budget sur un joueur qui sera remplaçant sur Tourelle, à savoir Icardi, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, ça, c'est un autre débat, mais c'est un débat intéressant, quoi. Parce que je le vois bien repartir en 4-3-3 ou 3-5 de Tourelle. Oui, le 4-4-2, je le sens pas vraiment l'année prochaine, surtout si on recrute au milieu. Mais ça, on verra bien l'année prochaine. Ouais, mais après, ça sera pas évident de recruter aussi. Non, de toute façon, le marché sera fermé. Hein. Il va falloir être productif. On va passer à après, il y a quand même quelques gros transferts qui sont en train de se faire. Quand on voit Hakimi à l'Inter, on voit le montant de transfert. Il y a peut-être des choses qui vont se débloquer à partir de septembre. Peut-être qu'on y verra plus clair à la fin du mois d'août, je pense, de toute façon, avec le mercato qui est prolongé jusqu'à septembre. 5 octobre, c'est ça. C'est ça, oui. Donc le transfert il est assez tardif, du moins pour les gros coups. Après, les joueurs qui ne jouent pas la Coupe d'Europe cet été, c'est autre chose. On va passer justement à la Ligue des Champions, qui va avoir le tirage au sort prochainement. Je vais vous poser une question personnelle. Est-ce que vous souhaitez taper un gros club d'entrée ou est-ce que vous voulez un club un peu plus intermédiaire? Donc j'ai cité Leipzig ou Atalanta, par exemple, même si c'est des très bonnes équipes. Dreyas, ton avis là-dessus? Moi, mon avis, c'est que je ne veux surtout pas jouer Leipzig et Atalanta trop tôt. C'est des clubs qui me font peur parce qu'ils me font d'autant plus peur qu'ils ne sont pas des noms. Et contre un nom, on m'a vu, notamment contre Liverpool, on va parvenir sur ce match que Tourelle était capable. Mais alors, contre pas des noms, une fois que l'équipe joue vraiment mieux et est vraiment cohérente, et l'Atalanta, elle est vraiment flippante, et Leipzig, ils ont une grosse baisse de forme en ce moment. Mais c'est une équipe qui a montré que tactiquement, c'est des équipes au point, c'est des équipes que je ne vais pas jouer. Maintenant, c'est une Ligue des Champions qui est tellement particulière dans son format que pour l'instant, j'ai encore du mal à me sentir concerné par elle. Et donc, le tirage, pour l'instant, ne me parle pas. Je pense que le réveil de l'envie, de la passion, de tout ça va venir avec les matchs, s'il vient. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même un format très, très particulier et c'est difficile de se sentir proche de cette échéance. Lionel? Moi, la question que je me pose, c'est, parce que la Bundesliga est finie, est-ce que les joueurs allemands partent en vacances maintenant, pour 2 ou 3 semaines? Ou est-ce qu'ils continuent à préparer la saison prochaine, et donc, parce qu'on est quand même début juillet, donc comment ça se passe pour eux? Parce que si les joueurs de l'Esprit sont partis en vacances même pour 2 ou 3 semaines, j'ai envie de te dire, ça ne me dérangerait pas de les prendre pour la Ligue des Champions, quoi. Il faut se méfier parce que la chose dont on a besoin Leipzig, c'est du repos. C'est une équipe qui n'est pas faite pour jouer tous les 3 jours. Ils se retrouvent à jouer tous les 3 jours. Ils ont bien commencé. Ils sont complètement cramés en cours de route. Oui, mais là, s'ils partent 3 semaines, 3 semaines, c'est pas du repos, là. Là, ce serait une préparation à redémarrer et on va les prendre à 30 ou 40%. À mon avis, ils ont une semaine de vacances, pas plus. Hein. Moi, tout dépend de ça. Mais après, je sais pas. Je pense que dans tous les cas, on aura cette difficulté par rapport au manque de rythme. Toutes ces équipes, on le voit, comme j'ai dit, on voit les équipes comme la Juve, le Barça, qui ont des joueurs qui ont plus de 30 ans, comment ils ont du mal à se remettre en route.
La difficulté qu'on aura, ce sera ça. Je pense que quelle que soit l'équipe qu'on va rencontrer, c'est est-ce qu'on sera capable de tenir le rythme sur demi-temps. Ok. Kata, ton avis, toi? Moi, je préfère prendre des équipes un peu plus faibles pour monter en puissance. Après, c'est difficile d'évaluer les états de forme des uns et des autres équipes. Donc, ouais, moi, je préférerais plutôt commencer tranquille. Entre guillemets. Ouais, voilà. À partir des 15, ça commence à être dur de trouver des équipes qui sont faibles. Ouais, mais là, comme on a dit, Atalanta ou Leipzig. Atalanta, tu veux pas les C'est jouer, mec. fort, Tu veux l'Atalanta. vraiment pas les jouer. Atalanta, tu veux vraiment pas les jouer. Depuis 2 ans que c'est bon, l'Atalanta. C'est une équipe qui met ses 3 buts par match en moyenne, et qui circuit de balles. Ils jouent pour tuer, en fait. Ils jouent pour tuer et ils sont chirurgicaux. Je suis d'accord, mais moi je les ai vus. Si on joue à Atalanta, si on arrive à jouer le contre, Mbappé, Neymar, ils vont se régaler parce que c'est une équipe, par contre, derrière, elle joue très très haut. Après, ils peuvent nous en mettre 3. Je serais plus d'accord contre Leipzig par rapport à ça parce que l'Atalanta, offensivement, Oui, Paris Saint-Germain, ils vont s'amuser. Ils vont vraiment s'amuser. Derrière, si on arrive à leur mettre 2 ou 3 contre, on peut leur mettre le doute parce que moi j'ai. Mais t'es conscient que l'Atalanta, c'est une équipe qui régulièrement marque 5 buts dans un match, en fait. Oui, bien sûr. Hein. C'est pas genre. C'est pas contre des petits, hein, les ont mis à Milan. C'est pas genre, ils le font une fois de temps en temps, paf, ils mettent 5. Non, une fois de temps en temps, c'est 7 buts. Et c'est une équipe mais qui doute jamais. 5 buts, c'est quelque chose d'assez régulier. C'est une équipe qui doute jamais. On l'a vu contre la Lazio dernièrement. Ils peuvent être menés 2-0 contre une équipe qui a quasiment pas perdu comme la Lazio et retourner le match et aller mettre ses 3 buts. Ils continuent à attaquer quoi qu'il arrive. Après, offensivement, ils sont impressionnants. Offensivement, ils sont impressionnants contre des équipes qui sont bien en place défensivement. Donc contre Paris. Tu pourras leur mettre des buts, mais c'est pas. Après, effectivement, ils peuvent s'en prendre 3 ou 4. Oui. Mais ils peuvent aussi t'en mettre 5 ou 6. Hein. Sans aucun problème. Non, mais offensivement, ils sont impressionnants. Mais je préfère jouer Leipzig qu'Atalanta aussi. Mais du coup, pour vous, Atalanta, c'est les favoris pour. Non, ça va être. C'est la question que je pose. Ça va plus être le Bayern. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un l'ogre italien. Mais oui, l'Atalanta, j'ai vraiment pas envie de les jouer. J'ai vraiment pas envie de les jouer. Je te pose justement la prochaine question, vu que tu en parles. Il y a des équipes qui ont repris. Donc, il y a des équipes qui reviennent en pleine bourre et tu as d'autres équipes qui reviennent plus difficilement du post-Covid. Est-ce que tu vois, parmi les équipes qui ont repris, un favori se détacher? En fait, on a vu beaucoup les Allemands, donc je dirais peut-être le Bayern qui m'a l'air en place. Après, je sais pas. En fait, c'est difficile à juger parce que les Italiens ont repris, mais pas depuis trop longtemps. Les Espagnols, ils ont le temps de faire quand même quelques matchs. Donc ouais, je sais pas. Le Real, je sais pas s'ils doivent encore jouer leur retour là contre City. Oui. Donc ouais, c'est très difficile de répondre là, j'ai pas trop de visibilité. Je vous avoue qu'en plus, les matchs, j'en ai pas trop regardé depuis, donc... D'accord. Moi, c'est le Bayern. Le Bayern, ils m'ont fait vraiment forte impression. Les matchs que j'ai vus, voilà. Mais l'Atalanta, c'est l'équipe surprise. C'est un peu l'Ajax de l'année dernière, j'ai envie de dire, en plus fort. Lionel? Oui, moi, je vois passer le Bayern. Après... Je pense que cette année, le fait que ça joue sur un seul match, je pense que ça peut aider des équipes comme City ou Paris Saint-Germain. Le one-shot, je pense que ça peut permettre à ces équipes-là d'aborder cela avec un peu moins de pression. Il n'y aura pas de calcul à faire, c'est gagner, pointer à la ligne. Donc je pense que jouer même City et le Bayern en tant que favori. Je te rejoins un peu parce que City, c'est vrai qu'on voit qu'en championnat l'année dernière notamment, ils étaient quand c'est sur du one shot, ils étaient très forts. City, il faut qu'ils y soient déjà. Il faut qu'ils y soient. C'est là où je vais pas finir mon argument. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, mais City l'année dernière, on voit contre Tottenham, ils perdent surtout sur l'aller où ils sont un peu plus dans le calcul. Donc sur un match, ils peuvent être très dangereux. Mais c'est là où j'en Arias, c'est qu'il faut déjà qu'ils passent le Real. Ce sera sur terrain à huis clos, neutre, c'est pas pareil, même s'ils ont une petite avance. Et là, si City venait à être éliminé et que le Real les bat, je vois le Real potentiellement aller très loin dans ce genre d'occasion. Donc le vainqueur de Real City est Munich pour moi, dans les 2 gros favoris. On va passer au point suivant. Le possible ou pas rachat de l'OM. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Avec, je ne sais plus son nom, le président Boadella. Donc c'est un projet avec des fonds tunisiens, saoudiens, on ne comprend pas tout.
il y a beaucoup de communication, mais on ne sait pas trop à quel point ce projet est crédible. Est-ce que vous croyez du coup à cette reprise de projet? Est-ce que pour vous, ce serait une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Braias? C'est pas des fonds tunisiens, c'est un Tunisien qui est en contact avec des Saoudiens, mais c'est un Tunisien qui, bien qu'il ait des contacts, parle a priori beaucoup, et c'est pas pour autant que les Saoudiens mettraient l'argent. Ça en parle beaucoup pour quelque chose qui normalement devrait se passer en souterrain, donc c'est probable que ça ne se fera pas. Après, ça peut se faire, hein, mais c'est probable que ça ne se fera pas. Après, est-ce que ce serait bien pour la Ligue 1 et pour le Paris Saint-Germain indirectement? Oui, ce serait formidable. Tu aurais quelques équipes, tu as une équipe un peu qui se construit un petit peu sur le modèle Dortmund qui est Nice, et tu aurais deux équipes phares, et oui, ce serait une excellente chose. Ça résoudrait pour beaucoup, pas mal d'arguments qui sont utilisés contre la Ligue 1 à l'heure actuelle. Mais j'y crois pas, malheureusement. Lionel? Je rejoins Dreyas. Je pense que le Paris Saint-Germain a besoin aujourd'hui d'autres locomotives. Lyon, je pense, s'est perdu ces 4-5 dernières années, et a régressé au fur et à mesure. Et quand on compare l'effectif de Lyon à celui qu'ils avaient il y a 5-6 ans, alors qu'ils ont beaucoup plus de moyens financiers aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment ce club a pu régresser autant. Et je pense que le Paris Saint-Germain a besoin d'un vrai concurrent. Et ce que le PSG était devenu pour l'OM au début des années 90, je pense qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a besoin que l'OM devienne cette équipe, en fait. Cette équipe qui va nous permettre pendant toute une saison de rester concentrés, parce qu'on aura des équipes qui seront capables d'aller chercher les 90 points. Et ce sera indispensable d'avoir 4-5 équipes capables de jouer, peut-être pas le titre, mais en tout cas d'être de sérieux concurrents, et puis en Coupe d'Europe, de donner une meilleure image à la Ligue 1. Que ce soit sur la durée et pas en mode one-shot ou sur une ou deux saisons comme Monaco qui est parti ensuite dans une Exactement. Kata, ton avis toi là-dessus? Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse avoir une nouvelle force en présence avec un nouveau projet du côté marseillais. Après, je sais pas si c'est que des spéculations ou si ça va vraiment aboutir à quelque chose de concret. Je me suis pas assez renseigné là-dessus. Mais Mourad Boudjelal, si c'est lui qui porte le projet, c'est quelqu'un quand même qui est assez, qui a un fort caractère, je pense, qui a fait ses preuves. Il a commencé dans les maisons d'édition, puis on l'a connu dans le sportif avec le RC Toulon. C'est la tête française du projet, mais c'est pas lui qui porte le projet quand même. Ouais. C'est juste le représentant français du projet. C'est pas lui mais du coup, il aura quand même un statut privilégié dans l'organigramme de Marseille ou... Je crois, oui. Il sera le président. Il sera le président. Oui, donc c'est quand même une figure importante du projet, quoi. Au niveau de qui est derrière, dans le projet, si tu veux, c'est eux qui l'ont démarché, en fait. C'est pas lui qui a démarché les autres. C'est le visage français, en fait. C'est le visage, c'est celui qui est mis en avant dans les médias. Mais c'est pas mais ça sera le président si le projet est concret. Mais c'est pas lui qui parle de donc c'est quand même ça sera quand même une figure médiatique. Oui, ça, après, t'as président, il sera président, mais peut-être pas exécutif. Mais là, tu parles d'une fois que c'est racheté. Mais alors, c'est juste un projet d'intention, et si tu veux, c'est le mec qui est là pour communiquer. C'est je sais plus comment on dit, c'est le RP, ou je sais pas, c'est le mec qui est là pour communiquer. Le mec qui est derrière, c'est un Tunisien, en fait, qui connaît bien. Mais lui, quand même, ce sera une figure médiatique. Ça, c'est sûr. Une fois que c'est signé, oui. Oui, mais donc, quand même, c'est un coup de projecteur assez intéressant pour la Ligue 1, parce que c'est quand même quelqu'un qui est identifié dans le sport. C'est quelqu'un, même pour les gens qui ne le connaissent pas, qui va tout de suite détonner, qui va faire des sorties médiatiques qui vont être marquantes. Et je pense que c'est un personnage qui est en couleur et qui va donner un coup de boost à la Ligue 1. Ouais, mais là, tu parles vraiment comme si le club avait déjà été racheté. Ah non, mais moi, j'en sais rien. Je t'avoue que Marseille, c'est le cadet de mes soucis. Non, je suis pas, j'ai pas trop suivi. Je suis bien. Bon, on verra, on espère que ça se fasse, et on espère que ce soit crédible si ça se fait, et que ce soit pas un énième. Ouais, de toute façon, ça sera une nouvelle force et une attractivité pour la Ligue 1, quoi. Ouais,
On verra ça. On avait parlé beaucoup au dernier podcast de l'avenir du PSG, quels étaient les postes prioritaires, quels seraient les choix de Tourelle, mais Lionel n'était pas là, donc je vais te relancer Lionel là-dessus pour que tu donnes ton avis. Quels sont les postes prioritaires pour le PSG? Si tu as des noms de profil, tu peux les donner. Et pour toi, est-ce que Tourelle, est-ce qu'il va changer de système? Est-ce qu'il va garder ce système? Ton avis là-dessus? Moi, je pense qu'il faut un latéral droit, sûr et certain. Un, voire deux milieux de terrain. Un plus défensif et un plus créatif. Il y a Santa Claus qui est passé ou pas? Non, tu m'as demandé les besoins. En gros, tu voudrais un Partey et un Savic, quoi. Ouais, un Partey, un Savic ou Pogba, de ce profil-là. Peut-être. Ouais. Et puis, ouais, je pense que si on a déjà trois joueurs comme ça, on est bien. La cerise sur le gâteau, ce sera un défenseur central, un profil à la Skriniar ou un joueur de ce calibre-là. Ce serait top aussi. Et en latéral droit, c'est plutôt quel profil que tu veux et tu veux un titulaire? Alors, par rapport au style de jeu du Paris Saint-Germain et ce côté, on va dire, où il y a Neymar qui part du côté gauche pour se recentrer, si on reste, ça dépend, en fait, tout dépend du système. Si on reste sur un 4-3-3, avoir un latéral droit assez offensif. Si on reste sur le 4-4-2, avoir un qui défend bien, qui est capable de faire une ou deux montées par mi-temps, mais qui est surtout latéral, à dire assez sûr. Après, on a déjà Kerrer un peu dans ce profil-là. Donc, oui, après, oui, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'on n'a que Kerrer. Ouais, Est-ce que tu voudrais un doublon de Kerrer, du coup? Tu préfères justement un mec plus offensif pour pouvoir... Après, le truc, c'est que je vais en revenir à ce que disait Kata, c'est que c'est vrai que quand on regarde le poste de latéral droit, on n'a pas tellement de noms qui nous viennent en tête comme ça. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir. Il n'y a pas 10 000 joueurs à droite qui sont affirmés. Il y a quelques joueurs qui ont un profil, on va dire, intéressant, mais ce n'est pas un poste où on a aujourd'hui un joueur. Les meilleurs joueurs sont déjà dans les grands clubs. C'est-à-dire, tu as Carvajal, tu as Walker à City. Ouais, c'est très dur à spot, comme vous disait Kata tout à l'heure. C'est des joueurs à Dortmund. Il y aurait Cancelo à la limite, mais ça va être compliqué. Ouais, mais même Cancelo, je ne suis pas un grand fan. Cancelo, il n'a pas été vraiment très régulier, on va dire. Ouais. Après, si on peut tenter un coup, ce serait peut-être Mukiele, que je trouve qu'il n'est pas mauvais. Ouais. J'ai jamais compris en fait qu'il ait quitté Montpellier sans passer par un club français et pour le PSG, mais ça peut être un joueur comme ça, mais c'est vrai que c'est pas un poste où aujourd'hui on se dit ah oui, il y en a une dizaine sur le marché, il n'y en a pas, c'est un poste qui n'a pas beaucoup de joueurs, quoi. Et les meilleurs sont déjà dans les plus grands clubs. Arnold, Walker. Ouais. Deux autres questions pour toi, Lionel, et deux petites dernières. Gardien de but, est-ce qu'il faut refaire un coup à l'haricot ou est-ce qu'il faut acheter un vrai numéro 2? Et en attaque, vu qu'on perd Choupo et Cavani, est-ce qu'il faut recruter un joueur offensif? Alors, en gardien de but, moi, il y a un joueur que... Alors, le problème, c'est aujourd'hui les titulaires et je trouve que ce serait dommage de le prendre pour le mettre sur le banc. Mais un joueur qui me plairait bien, c'est Mac Maignan. Déjà, il a été formé au club. Et je trouve que c'est un gardien qui, peut-être dans un an, enfin peut-être pas dans un an, mais dans 2 ans, peut devenir le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Je pense que ce sera un super coup pour le PSG. Après, la deuxième question, tu m'as dit, c'était quoi? En attaque, vu qu'on perd Choupo et Cavani, est-ce qu'il faut recruter un autre attaquant? Tout dépend comme on disait, du système. C'est-à-dire que si on prend en 4-3-3, on a Draxler, Sarabia, Icardi qui serait peut-être pas un titulaire. Donc en fait, qui remplacerait Choupo. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant aussi dans l'optique où on a fait un peu du trading avec nos jeunes, de permettre à ce jeune Kalimundo de faire peut-être 7-8 matchs, d'être vendu 8-10 millions d'euros à un club de Ligue 1 l'année prochaine. Donc, non, je pense que c'est pas la priorité, en tout cas d'aller prendre un doublon, surtout que quand on regarde ailleurs en Europe, il y a très peu d'équipes qui ont un remplaçant à leur numéro 9 titulaire. En tout cas, un joueur de très haut niveau.
Mais enfin, si je peux me permettre, j'aurais aimé que Paris essaie quand même de recruter un peu plus français pendant ce mercato. Il y a pas mal de jeunes joueurs, en plus même des joueurs qui sont passés par le centre de formation. Je pense, j'ai Matt Maignan. Il y a aussi le joueur, il y a Soumaré que j'aime beaucoup à Lille. Je pense que quand je parlais de milieu de terrain un peu plus défensif, si on n'a pas la possibilité de prendre un partage, je pense que c'est un joueur qui a aussi un super potentiel et qui pourrait apporter beaucoup au Paris Saint-Germain et qui permettrait aussi de rentrer dans la catégorie des joueurs forts de nos clubs. Marrant, Lionel, parce que toi qui vendais tellement Gay, tu es en train d'imaginer 10 000 solutions pour que Gay ne soit pas sur le terrain. Ouais, moi, j'ai toujours, enfin, si tu n'es pas de mauvaise foi, j'ai toujours expliqué que Gay n'avait jamais été mon premier choix, mais que c'était un profil, Lionel, c'était pour te troller. que c'était un profil qu'on n'avait pas. Est-ce qu'on avait besoin de ce profil? Ben, on l'a vu dans les matchs où on n'a pas la possession, enfin, que ce soit contre le Real, on dirait c'est match de poule, mais même au match retour contre Dortmund, je trouve qu'il a été plus que correct. Il nous a beaucoup apporté dans ce qu'on attend de ce genre de milieu de terrain. Après, oui, il y a des profils beaucoup plus intéressants que Gay, qui sont beaucoup plus complets, c'est-à-dire qu'ils sont capables de bien défendre, mais aussi de bien attaquer. Mais le problème, c'est qu'avant, pas seulement, on avait des milieux de terrain. Quand on prend un joueur comme Rabiot, que tout le monde s'extasie devant lui, c'est un joueur qui, bon, offensivement, c'était OK, défensivement, c'était pas ça, quoi. Et avoir un milieu de terrain Il Rabiot, est bon quand il fait Rabiot. Le seul problème, c'est qu'il marchait 90% du temps, mais quand il décidait de défendre, il était bon. un milieu de terrain Rabiot-Verratti à la 60e minute. Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord. Rabiot, je suis juste en train de dire que Rabiot, c'est pas un problème de qualité du joueur, c'est un problème du mental du joueur. Non, mais je n'ai pas dit que c'est un problème de qualité, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Oui, mais quand je parlais de profil, qu'on n'a pas ce genre de profil, c'est ça. C'est qu'on n'a pas ce genre de joueurs qui sont capables d'aller chercher. Après, on va pas refaire un podcast complet, mais je trouve que même Gay défensivement est très On va faire le club Idrissa. Non, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous, les participants. Merci à toi, le présentateur. Merci. Ça me flatte toujours. On se retrouvera, je ne sais pas quand, peut-être s'il y a des nouvelles mercato, peut-être avec le tirage au sort Ligue des Champions, avec la reprise des matchs amicaux. Ça va un peu s'accélérer prochainement, donc on se retrouvera assez rapidement. À bientôt tout le monde. Bientôt. Salut, Ciao. au revoir, à bientôt. Merci à vous.